22. On va revenir sur quelques sujets qui nous ont paru importants dans le flot d'actualité de cette semaine. Nous parlerons d'abord du Mali et cette clap de fin pour l'opération Barkhane qui donc va quitter le pays. Inquiétude ou soulagement? Ce sera la question à poser à mes invités. Je parlerai également avec eux de la Libye. Le 11e anniversaire du début de la révolte contre le guide libyen Muammar Kadhafi qui a été tué. Qu'est-ce qu'on retient du bilan? Et en seconde partie, on va évoquer le Togo avec cette affaire de harcèlement sexuel et viol en milieu hospitalier, le diagnostic audacieux du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Quelle solution donc à ce mal qui ronge le milieu sanitaire? Autour du plateau pour évoquer ces sujets, je suis avec l'ancien diplomate Sogoyou Kegewe. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir. Merci d'être notre invité. Le plaisir est à nous. Vous êtes également journaliste et face à vous, Justin Abalo Bajaliwa, coordonnateur du programme régional Afrique du CACIT. Bonsoir Justin. Bonsoir Samuel. Et merci d'être notre invité. Merci. On commence donc avec le Mali. C'est acté, l'opération Barkhane. C'est fini. Dans quelques mois, 4 à 6 mois, selon les annonces, Barkhane et Takuba devront quitter le territoire malien pour regagner, bien évidemment, d'autres pays. C'est à l'issue d'un sommet entre l'Union européenne et quelques pays d'Afrique que la décision a été prise. Une décision que les autorités maliennes, à laquelle les autorités maliennes ont également réagi. Elles demandent plutôt à cette opération Barkhane et Takuba de quitter le Mali sans délai. On va revenir dans le détail sur cela tout à l'heure, mais d'abord sur l'annonce. Sogoyou Kegewe, l'annonce du retrait de l'opération Barkhane aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire simplement que au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France, on a pris conscience du malaise qu'il y a à continuer à maintenir cette opération sur place? Personne, je dis bien personne, ni en France ni dans l'Union européenne, n'a pris conscience de quoi que ce soit. C'est la détermination des Maliens qui les a mis dehors. Ils n'ont jamais pris conscience de quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, les Maliens sont soulagés. Les Maliens et tous les autres Africains qui aiment leur pays et qui n'aimeraient pas qu'il leur arrive un jour ce qui arrive aujourd'hui au Mali, ne peuvent qu'applaudir cette décision. Sinon, personne n'a pris conscience de... D'ailleurs, la preuve, ils disent qu'ils vont quitter le Mali, mais ils ne vont pas quitter le Sahel. Ils le disent. Il s'agit maintenant de savoir comment fourguer cette armée aux autres pays de la sous-région. Donc personne ne veut partir. Donc à partir du moment où ils ne veulent pas partir, on ne peut pas dire que c'est une quelconque prise de conscience qui les a amenés à quitter le Mali. C'est le peuple malien déterminé, réuni derrière son gouvernement de transition, qui a dit ça suffit, il doit partir. Et il doit partir. Mais à un moment donné, au niveau de l'Europe, au niveau de la France, on sentait le malaise à maintenir cette opération. Oui, on sentait le malaise parce que de plus en plus de Français, de citoyens français comme vous et moi, commencent à s'apercevoir de la supercherie, que leur armée n'était pas au Mali, soi-disant pour libérer les Maliens, que leur armée n'était pas au Mali pour combattre les terroristes, que leur armée n'était pas au Mali pour éviter la partition du Mali. Les Français, citoyens français, commencent à en prendre compte et malgré leurs médias alignés politiquement, alignés, le peuple français commence à voir un peu plus clair. Donc la pression n'est pas seulement en Afrique, mais la pression est aussi en France, mis de côté les néo-nazis du genre Marine Le Pen, Valérie Pécresse, et le plus agité de tous, Le Drian, et la petite dame là, Parly, qui parle trop. Son nom c'est Parly, elle parle trop. Mais mis de côté ces gens-là. Mais en France, les gens savent que ce qui se passe en Afrique et au Mali est injuste. Donc, je dis que l'heure est arrivée qu'ils partent et on ne peut qu'applaudir. Justin, vous pensez qu'ici on peut simplement dire que c'est la volonté des autorités de la transition au Mali, du peuple malien qui triomphe? Oui, décidément, il faut dire que aujourd'hui, le contexte, disons que la peur a changé de camp, ou bien la stratégie a changé de camp, en ce sens qu'aujourd'hui, la volonté, la fermeté des autorités de transition. Je pense que ça, c'est très important de le relever. Nous avons eu, de par le passé, des gouvernements qui ont accueilli ces opérations. Mais avec ce gouvernement, nous avons senti quand même qu'il y avait une nouvelle stratégie. Oui. Il y avait une nouvelle stratégie en ce sens que
sur l'axe opération militaire, ils avaient déjà tiré les conclusions. Ils ont tiré les leçons un peu de la présence de l'opération Barkhane. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez un tout petit peu le communiqué que vient de publier le gouvernement malien, c'est clair, ils ont fait un peu le bilan mitigé de la présence de cette opération, de cette présence malienne, cette présence française au territoire du Mali. Il parle de succès mitigé. Oui, c'est un succès mitigé parce qu'aujourd'hui, au départ, lorsque Barkhane était arrivé, le territoire était à peine 20% du territoire était contrôlé par les djihadistes. Aujourd'hui, c'est pratiquement 80% du territoire. Donc, c'est là, c'est là, je veux dire tout simplement que le résultat attendu n'est pas arrivé. Et c'est pour cette raison que les autorités maliennes de transition ont pris leur courage à deux mains pour chercher de nouveaux partenaires, pour pouvoir faire. Maintenant, si la recherche de ces partenaires ne fait pas l'affaire de la France, mais c'est tant mieux. Ils pensent que c'est un gouvernement qui s'assume. Et le gouvernement, la réalité aussi, c'est que le peuple malien comprend, lui, lit bien les enjeux qui sont derrière cette lutte, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Donc, il faut dire aussi qu'au-delà de tout, nous avons la chance d'avoir au Mali un peuple qui soutient véritablement son gouvernement. Ouais. Alors, il a été annoncé donc, que le départ allait s'étaler sur 4 à 6 mois. C'est l'annonce qui a été faite au niveau de l'Union européenne. Les autorités maliennes, je le disais tantôt, ont demandé un départ sans délai. Le président français a réagi à cela, je le cite, « Le retrait des forces Barkhane et Takuba ne sera pas immédiat ». Quelle est votre réaction? Oui, Macron, c'est normal. Après les frustrations qu'il a encaissées la dernière fois devant Poutine, il faut qu'il parle en garçon pour impressionner les Maliens. Mais attendez, soyez sérieux. Vous dites que les Maliens vous ont invité à venir les aider. C'est archi faux. Ils ne vous ont jamais invité à envoyer des troupes au sol. Oui. Tout le monde le sait. C'est ce qu'on oublie de dire. Ok, on oublie de dire exprès. 1. 2. Ces Maliens qui vous ont invité, s'ils vous avaient invité, vous disent, ben, mes amis, la fête est finie, chacun n'a qu'à rentrer. Samuel, je t'invite chez moi, on fait la fête. Le lendemain, je te dis, tu pars. Tu dis non. Et quand tu dis, tu as cette partie, tu dis, bon, je vais partir dans 3, 4, 5 jours. Mais avant d'annoncer ça, le minimum de respect dû aux autorités de transition maliennes voulait que la France et l'Union européenne s'entendent avec le Mali sur le calendrier du retrait. Mais vous ne pouvez pas venir occuper mon pays et je vous dis de partir et vous me dictez comment vous allez partir. Mais en France, quand on va expulser les gens, on n'attend pas le jour où ils veulent. On te met les menottes, on te jette de l'avion, on t'amène en Afrique. Mais Sogoyo Kegewe, ici il s'agit quand même on parle de 5000 hommes, on parle de matériel impressionnant qu'on ne peut pas non plus évacuer en quelques semaines. Voilà, je suis d'accord. Parce que les 5000 hommes, ils n'ont pas pris Air France et ils ne vont pas repartir avec Air France avec 20 kilos de bagages. Ça veut dire qu'ils sont venus avec tous leurs équipements. Et ça pèse des tonnes. Oui. Maintenant, qu'ils veuillent partir dans 6 mois ou même dans 1 an, il fallait en discuter avec les Maliens. C'est ce que je critique. Sinon, l'armée, c'est l'armée. Les Maliens, les Goïta et ces hommes, c'est des militaires. Oui. Ils connaissent le poids, le volume des bagages que la France doit enlever du Mali. Il suffisait d'aller entre militaires. Vous êtes militaire, je suis militaire. Vous savez ce que nous avons. Il y a des chars, il y a des canons, il y a ceci, il y a des véhicules, il y a des engins disons, comment on dit ça, d'excavation. Il y a tout, il y a tout. Donc, maintenant, mes amis maliens, nous voulons partir, mais on a besoin du temps pour enlever ça. C'est pas mieux comme ça que de vous réunir entre vous. Vous n'avez même pas invité le Mali à cette pagaille et vous dites dans 6 mois. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut occuper la France et parler comme ça? Après la guerre en 1945, quand De Gaulle a dit aux Américains de déguerpir, est-ce que les Américains peuvent dire, ah, nous on part quand on veut? Alors que c'est les Africains qui les ont libérés. Ils étaient sous la botte nazie. Que les plus courageux d'entre eux étaient finalement les plus lâches qui sont allés se réfugier à Vichy. Mais quand De Gaulle a tapé sur la table, il a dit aux Américains, mes amis, merci pour votre aide, il est temps de partir. Les Américains sont partis. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que les Noirs n'ont aucun droit? Est-ce que les Noirs n'ont aucun droit? Est-ce que les Noirs ne peuvent pas exprimer des droits et des désirs? Qu'est-ce qui se passe? Les Français qui sont si fiers
et à juste titre, hein, de l'heure de Gaulle, Oui. qui, soit dit en passant, était un putschiste. On sait comment il est arrivé au pouvoir. On sait ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, moi, j'aime ça parce que c'est le patriotisme. Il est normal que les Français aiment leur pays et aiment les dirigeants qui incarnent la liberté et l'indépendance de ce pays. Voilà pourquoi je les aime. Mais ne refusez pas aux autres peuples d'aimer leur pays, de vouloir travailler pour leur pays et leur population. Pourquoi? Pourquoi? Justin Badialiwa, vous comprenez pourquoi il était nécessaire pour l'Union européenne, surtout la France, puisqu'on le dit, la France a la présidence tournante de l'Union européenne, de discuter de ce sujet sans associer les autorités maliennes? Personnellement, je ne comprends pas, mais je pense que aujourd'hui, la France est prise un peu dans son propre piège. Vous savez, en matière de relations internationales, je pense que le respect de la souveraineté d'un État compte en diplomatie. Et la France, on n'a pas fait la leçon à la France aujourd'hui par rapport à ça, parce qu'ils connaissent un peu les règles diplomatiques, cela. Mais depuis le second coup d'État, nous avons senti quand même qu'il y a une rupture de diplomatie, de courtoisie envers les autorités de transition, et qu'on appelle affectueusement les autorités de fait, dans tous les cas. Ce terme même paraît un peu curieux parce qu'on qualifie ceux-ci d'autorités de fait, mais on reçoit Déby. Exactement, exactement. Déby qui est alors qu'ils sont même dans un cas encore plus grave, parce que après la mort de son papa au combat, on l'a juste nommé, aucune légitimité. Et la preuve, les exemples sont légion dans la sous-région. Donc disons que la France a pris dans son propre piège, en ce sens que en voulant taxer les autorités de transition des autorités de fait, et ne voulant pas dialoguer de façon courtoise, de façon diplomatique avec ces acteurs, je pense qu'elle a eu son compte. Je pense qu'aujourd'hui, ces autorités aussi n'attendaient que ça aussi, parce que derrière, il y a toute une stratégie aussi à laquelle ces autorités pensaient à remettre le pays sur la bonne voie. N'oublions pas que ce sont des militaires, c'est des gens qui ont été au front pendant longtemps. Ils connaissent la réalité, leur vrai problème. C'est comme vous avez un problème et un voisin vient vous aider, mais vous, en tant que chef de famille, vous connaissez mieux votre problème. Et que s'il venait, vous lui demanderez de vous faire ceci. C'est comme si vous avez le champ, on va au village, quand on va au champ, vous avez une grande superficie, vous savez là où l'eau reste, vous savez là où il y a les épines, et si quelqu'un veut vous aider, pour ne pas le créer des ennuis, vous savez où le mettre. Maintenant, dans le contexte avec la crise malienne, c'est que la France veut contrôler tout. Et c'est là aussi que les autorités maliennes de transition aujourd'hui ont bien compris. Et c'est pour cette raison qu'ils ne l'acceptent pas. Maintenant, en n'associant pas les autorités maliennes avec l'Union européenne, la France est dans une situation, dans une politique d'exclusion de ces acteurs. Parce que si vous voulez travailler avec lutter contre le terrorisme, alors que vous savez bien que la zone où le terrorisme sévit, c'est au Mali, mais pourquoi ne pas les associer, quelles que soient les situations? Pour moi, c'est un aveu d'échec en les excluant, soit disant que on va prendre le Mauritanien, le Malien, le Tchadien, et puis le Nigérien. Mais le vrai problème se trouve là où le vrai problème se pose, mais il faut discuter avec ces acteurs, quelles que soient les situations. En le faisant, c'est une fuite en avant. Et pour moi, la France a échoué au Mali. Et aujourd'hui, en se comportant ainsi, c'est une manière, comme le dit chez nous, une manière pour se couvrir un peu, entre guillemets, la honte, en l'excluant ainsi. Parce que, n'empêche, les autorités maliennes vont toujours continuer leur travail en cherchant de nouveaux partenaires. Ce ne sont pas les seuls partenaires. Mais il faudrait qu'ils comprennent que la donne a changé sur le plan international. Les lignes bougent. On a l'impression que la France a du mal à lire les changements nouveaux. Oui, elle a du mal à lire. Non, elle est consciente. Elle est consciente des changements au plan international. Mais malheureusement, c'est qu'elle continue par s'appuyer sur certains États africains aussi, qui font son jeu. Qui font son jeu, exactement. Les autorités de transition ne sont pas dans la même dynamique comme les autres. Donc, vous voyez, cette chose de précaré, je pense que le Mali est en train de sortir de son précaré. Et naturellement,
peut-être que les autres vont emboîter le pas. C'est sa peur. La Chine, la Russie, qui sont nos nouveaux, les nouveaux partenaires, la Turquie, qui sont les nouveaux partenaires de l'Afrique, font peur à la France. Maintenant, il faut que la France change de stratégie. Il faut changer de langage. Ça pourrait l'aider. Sogoyou Kegewema, je veux replonger un peu dans le passé. 2013, on se rappelle le déploiement des militaires français. C'était un peu la demande aussi des autorités maliennes à l'époque. Non. Pourquoi? Les autorités maliennes n'ont jamais demandé aux Français d'amener les troupes au sol. Oui, ça c'est un fait, mais elles ont quand même demandé l'intervention de l'armée aérienne, oui, pour les aider à se débarrasser des djihadistes. Tu n'as jamais entendu parler d'un avion français qui a bombardé les terroristes au Mali? Au contraire, les Français ont coupé le nord du Mali. Ils ont installé les terroristes. Ils les ont entraînés. Ils les ont armés pour attaquer le reste du Mali. Est-ce que les Maliens peuvent demander ça? Même le gouvernement de Diakounda Traoré. Mais il a demandé l'intervention aérienne. La France serait venue avec les avions, aurait dispersé les terroristes, qu'on n'en serait pas là. Mais le problème, c'est quoi? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est qu'en fait, il y a les bons terroristes et il y a les mauvais terroristes. Les bons terroristes, c'est qui? C'est ceux que la France a importés de la Libye pour amener au nord du Mali. Sarkozy a dit, puisqu'on viendra sur la Libye, il a dit aux Touaregs, aidez-moi à tuer Kadhafi, pas à le chasser, à le tuer. Et moi, je vais vous donner un État indépendant, notamment l'Azawad. Kadhafi meurt. Les Touaregs qui étaient nourris, blanchis par Kadhafi depuis des années, heureusement, ils n'ont plus, Kadhafi n'est plus là, mais ils ont saisi des stocks d'armes et d'argent. Et ils ont déferlé sur la Libye, sur le Mali. Mais de peur que les Maliens leur refusent le territoire à eux promis par la France s'est précipitée au nord du Mali pour leur créer une zone de sécurité et les aider à avoir leur territoire. Bon, maintenant on dit les Maliens ont appelé à l'aide. C'est normal, tout le monde, quand il est fatigué, il peut appeler à l'aide. Mais je ne peux pas te dire, bon, viens m'aider avec 2 ou 3, c'est la saison des pluies, hein. J'ai un champ de 2 hectares, viens m'aider avec 10 bons cultivateurs, et puis tu arrives avec 15 000 cultivateurs. Et quand je parle, tu dis non, c'est toi qui m'as demandé de venir. Ça veut dire quoi? Mais on doit vivre dans un monde civilisé. Les Français, quand je parle des Français, je parle des dirigeants. Hein. Donc c'est dire que les Africains aussi réfléchissent. Dieu les a dotés d'une tête. Mais ce que disent aujourd'hui les autorités françaises, j'écoutais encore hier l'ancien président François Hollande, s'il n'y avait pas eu Sangaris, le Mali aurait été partitionné. Oui, le Mali aurait été partitionné. Parce qu'eux, ils voulaient couper le Mali pour donner le nord aux Touaregs. Voilà pourquoi le Mali aurait été partitionné. Mais l'armée malienne, qui la forme, qui l'équipe? Mais c'est eux, c'est les Français. Pourquoi vous formez des centaines de militaires ou des milliers de militaires avec des officiers et de petits bergers armés de coupe-coupe et de choses terroristes, cette armée? Ça veut dire qu'il y a un problème. Depuis le début, vous n'avez pas formé des militaires au Mali. C'est une honte si l'armée malienne s'effondrait, c'est une honte pour la France. Parce que depuis les indépendances, elle a le monopole. Aujourd'hui, disons-nous la vérité. Au fait, les Maliens n'ont jamais dit on va chasser les Français. Ils ne peuvent pas. Dans nos pays ici, qu'on le veut ou non, c'est les Français qui contrôlent la situation. La preuve, nous parlons leur langue. Moi, je parle français. Moi, je parle anglais. Moi, je parle allemand. Mais je ne parle pas russe. Si demain on me dit que les Russes viennent à Lomé, mais ça ne m'arrange à rien parce qu'on ne peut même pas se dire bonjour, bonjour. Bon, maintenant, les Français, dont nous avons tout pris, à commencer par la langue, il y a toutes les raisons qu'ils soient nos amis et qu'on vive avec eux pour toujours. Mais ils nous prennent comme des chiens. Nous sommes fatigués de nos conditions de chiens. C'est pourquoi les Maliens se révoltent. C'est pourquoi les Maliens n'ont jamais dit aux Français partez. Ils ont dit on va renégocier les termes. Mais les Français n'imaginent pas un militaire malien parlant d'égal à égal avec un militaire français. Tu t'imagines, les opérations, les camps militaires sont au Mali, et quand le président français vient au Mali, il reste dans le camp militaire français, et c'est le président malien qui se déplace pour aller le saluer. Mes amis, même votre boy, vous pouvez lui soumettre à ça?
ils auraient donné un peu plus de dignité, un peu plus de crédibilité au président Ibeka, qui n'aurait même pas eu de coup d'État. Mais les gens se rendent compte qu'il est couché même devant le premier caporal français qui fasse Ibeka est à plat ventre. Mais ce n'est pas normal. Les Français, ils sont nos partenaires. Ils ont tous les atouts. Depuis 1960, ils régentent nos pays comme ils veulent. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on se rebelle contre eux. Ils auraient dû savoir aménager leur présence en Afrique francophone, comme ils l'appellent, qui se révolterait contre les Français. Nous tous, on est ici, qui n'est pas lié à la France par quelque chose. Les Maliens, leur premier ministre, Choguel Maïga, l'a dit en insistant qu'après la communauté algérienne, en France, les plus nombreux, c'est la communauté malienne. Mais tu ne peux pas avoir une telle communauté en France et défier la France. Mais si la France te marche sur les couilles, matin, midi, soir, comme il vient de le prouver avec cette histoire de retrait étalé sur 6 mois, oui, je crois que même si tu ne parles pas, on doit te laisser au moins pleurer les douleurs que tu sens quand on te marche sur les couilles. C'est tout. Les Maliens ont dit seulement, ils n'ont pas dit français, partez. Non, ils ne peuvent même pas le dire. Ils ont dit, on va renégocier les termes. Pour que la prochaine fois que le président français vient là, qu'il aille voir notre président à la présidence. Et que quand les Français... Attends, vous, les Français, vous êtes nés en France. Les gens sont nés dans le désert. Ils connaissent leur désert. Vous venez chez eux pour faire la guerre et vous ne voulez pas vous associer à eux. Ils devaient être les pisteurs. C'est les soldats maliens qui devaient être devant. C'est eux qui connaissent leur territoire. Mais non, non seulement ils ne peuvent pas travailler avec les Français, mais les Français ont pris pratiquement les 2/3 du territoire au nord, qui est immense, oui, pour dire, vous n'avez pas le droit de venir là-bas. Vos avions, hélicoptères n'ont même pas le droit de survoler ce territoire-là. Vous connaissez un pays au monde où ça peut se passer? Si ce n'est pas chez les nègres. La France peut faire ça avec les Coréens. Macron peut parler comme ça à Kim Jong-un. Il peut oser. Même pas en rêve, peut-être. Pas même en rêve. La preuve, il a vu un petit morceau, un échantillonnage de comment on parle aux gens forts chez Poutine. Oui. Mais pourquoi il piétine les Africains jusqu'à ce niveau? Il faut qu'il rende un peu de dignité aux Africains, accepter de discuter avec eux. Nous parlons leur langue. Nous avons étudié dans leur pays. C'est tout ce qu'on demande. Pourquoi on serait contre la France? On a quel intérêt? Il y a aussi l'autre point de la chose. On annonce donc le départ de Barkhane. C'est vrai qu'aujourd'hui, le ton monte entre le délai. Le Mali demande que ce soit sans délai. La France part de 4 à 6 mois. On verra ce qu'il en sera dans les prochaines semaines. Mais quand on va dans les territoires, dans les villes où l'armée française est présente, on sent aussi de la part de ces populations, en tout cas, ce que montrent certains reporters, c'est qu'il y a une inquiétude depuis que cette tension a commencé et qu'on annonce que les Français vont partir. Ces populations disent, mais qui va nous protéger? Notre propre armée, on ne la voit pas. C'est les Français qui nous protègent. Et s'ils partent, on a l'impression qu'on est exposé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur ce point, toutes les zones ne sont pas... Aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelques mois, l'armée malienne, selon les autorités, monte en puissance. C'est vrai aussi que tous les territoires ne sont pas assez sécurisés. Nous estimons tout simplement que les autorités de transition prendront la mesure de la chose pour essayer de combler le vide. Là où les bases militaires françaises, la dernière base, je pense que c'est surtout à Gao, la grande base, c'est à Gao. Et en dehors de ça, je pense qu'il y a certaines villes où les troupes françaises, bien l'opération française avait le contrôle aussi. Si elles partaient, je pense qu'effectivement, les autorités prendraient les dispositions qui s'imposent pour les sécuriser. Mais l'inquiétude, elle est normale parce que la question de la sécurité n'a pas de prix. Il faut à tout prix veiller à ce que l'intégrité physique des citoyens soit respectée, protégée. Ça, c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui aussi, tout ça, c'est parce que, comme l'a dit mon aîné, la réalité, c'est que c'est le manque de dialogue entre l'État malien et puis la France. Je pense qu'en écoutant les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères, les Maliens ne demandent pas grand-chose en fait à la France. Je pense que soit de façon courtoise, soit simple,
c'est le respect en fait. Le respect, c'est vrai que la France a la même mise sur certains trucs dans les pays francophones, mais dans le contexte actuel, c'est important, puisque lorsqu'on évoque les questions électorales, ils ne pensent pas véritablement que c'est vraiment ça la priorité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, 80% du territoire est inondé des djihadistes. Aujourd'hui, les autres pays de la sous-région, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, subissent aussi les frais. Donc, il faut nécessairement, pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière parce que le dialogue est déjà rompu. Mais pour le retrait, ces militaires, ils pensent fondamentalement que les autorités françaises ont intérêt aussi à discuter, quel que soit, ne pas rompre totalement les Oui. non pas, c'est parce que aujourd'hui, l'annonce que nous avons eue, le communiqué que nous avons reçu du gouvernement malien, c'est à la suite de leur déclaration hier. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps de pouvoir. Non, ils pensent que dans cette configuration, c'est important de discuter et voir comment est-ce qu'on va prendre les dispositions. Parce que, comme on l'a dit, le matériel militaire, les engins, c'est des instruments, les engins lourds. Et ce n'est pas le même scénario qu'en Afghanistan où ils ont utilisé les vols aériens pour pouvoir faire partie des choses, les militaires. Mais ici, le cas est différent. Il faut juste discuter et voir les termes et de façon concertée. Sans ça, ce n'est pas aussi évident. Mais comment on rassure les populations des zones qu'on quitte? Les populations des zones où étaient les camps militaires disent qui va assurer leur sécurité. Je ne sais même pas s'il y a une partie, un individu qui a dit ça là-bas. Parce que dans les reportages, on a vu, en tout cas, on a donné la parole à beaucoup. On a donné la parole à beaucoup de personnes. Oui, les reportages de quel média? Quand vous suivez sur RFI, c'est vrai que je sais là où vous voulez en venir, je sais cela. RFI France 24. C'est l'instrument d'intoxication massive des Africains. RFI, c'est exprès pour intoxiquer les Africains. Et les Africains écoutent religieusement RFI. Qu'on le veut ou non, c'est la vérité. RFI, France 24, TV5, c'est destiné aux Africains pour les entortiller, pour les avilir, pour les rapetir. Donc, quand tu entends un reportage RFI, France 24 sur l'Afrique, cherche rapidement à voir où est l'intérêt de la France dans ce reportage et tu verras, pas besoin d'aller chez le marabout pour jeter courir. Est-ce que tu comprends? Laissons ça de côté. Moi, je dis ceci. Les Maliens n'ont jamais dit aux Français, partez. Non. Ils ont dit, renégocions les termes de notre coopération. Dites-moi sérieusement, qu'est-ce que ça coûtait aux Français, même de faire semblant, pour aussi sauver la face aux autres? Bon, vous voulez qu'on renégocie les termes de l'accord de l'intervention militaire, il n'y a pas de problème. Au lieu de quoi, le Drian, mais quand on me dit que c'est un ministre des Affaires étrangères, je suis surpris, c'est un soudard. Ça dit que c'est le gars là qui n'a pas de scrupules, aucune finesse, il passe son temps à insulter les gens. Et on se disait, ah voilà un Français qui aime son pays, il veut le défendre. Mais non, il avait des intérêts privés. Son fils, hein, ben c'est lui, c'est son fils. Hein, l'impression des passeports biométriques au Mali. Cadeau, gré à gré. Voilà les traitements économiques que la France nous réserve depuis 1960. Et chaque fois qu'on parle de développement, nos pays reculent. Voilà. Et il a pris ça gré à gré, au moins à 3 fois le prix de ce que les Canadiens faisaient. Donc quand on entend le Drian s'agiter, appelant au secours Florence Parly, appelant Pécresse, appelant Le Pen au secours, c'est pour protéger son argent au Mali. Parce qu'il sait que les militaires ne vont pas se laisser embobiner. Mais il faut foutre tout ça dehors. Il doit y avoir 1001 autres contrats de cette nature destinés à appauvrir les Maliens ad vitam aeternam. Mais ce n'est pas normal. Je dis à la France, vous êtes nos maîtres, excusez-moi le terme, entendons-nous, laissez-nous au moins les miettes. Et on va rester amis. Même les miettes, on n'a pas droit. Même la parole, on n'a pas droit. Vous dites que vous êtes le pays des droits de l'homme, vous êtes le pays de la liberté d'expression. Vous dédiez 2, 3, 4 chaînes internationales pour taper sur matraquer les Africains. Où sont les droits de l'homme? Où est la liberté d'expression? Est-ce que France 24 est allé jamais interviewer Assimi Goïta pour que les Français aient une autre version des faits? Non. Maintenant, il y a quelques petits rigolos que la France aurait financés à hauteur de 23 millions
Et ils disent qu'à partir du combien mars, ils ne vont plus reconnaître les autorités de train. Ouais. Mais dans tout pays en guerre, quand un citoyen de ce pays franc fait et cause pour l'ennemi, mais on le prend, on le fout en prison. Après la libération, on a vu ce qu'on a fait aux Français qui ont travaillé avec les Allemands. Oui. On en a tué, on en a tondu. Les femmes, juste pour être sorties avec des soldats allemands, ont été tondues en public, devant leurs maris, devant leurs enfants. C'est normal. C'est le minimum. Alors, votre pays est en guerre et vous faites ami avec l'ennemi. Regarde ce pauvre Boubou Sissé. Ça se dit ancien premier ministre du Mali. Mais il n'a rien dans la tête. Premier ministre, là, c'est les Maliens qui t'ont donné premier ministre. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas oublier ça. Eh non, tu parles avec l'autre qui dénonce les putschistes. Je n'ose pas. Hein? Je n'ose pas. Puisqu'on dit que les putschs militaires sont plus graves que les putschs civils, je n'ose rien dire sur ce point. Voilà. En même temps, l'autre question que je posais, inquiétude ou soulagement pour les populations de ces zones-là? Les populations de ces zones vont continuer à souffrir comme elles ont souffert jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011, depuis l'arrivée de Serval, de Takuba, de Barkhane, de MINUSMA. Elles vont souffrir parce que les djihadistes ont le vent en poupe. On a l'impression que tout le monde soutient les djihadistes, sauf Assimi Goïta. On ne soutient pas Assimi Goïta. Est-ce que vous voyez? Depuis 2011, c'est la première fois cette année qu'on entend que les soldats maliens mettent en déroute les djihadistes. Oui. Mais tout le monde devait applaudir ces soldats, aller les aider, chasser les djihadistes en moins d'un an et on organise les élections. Au lieu de quoi on dit non, non, on va les isoler, ils vont mourir de faim, ils vont mourir de soif, et ils vont être faibles, les djihadistes vont les mater. Et puis après, on va, comme ça, on fait vite les élections. Ce n'est pas normal. Maintenant, les 6 mois que les Français demandent, au fait, pourquoi? C'est dans l'espoir que dans 6 mois, ils ont renversé Assimi Goïta. Il n'y a rien derrière. Et Goïta le sait. Que c'est un délai demandé pour voir comment avoir sa tête. C'est pourquoi lui, il leur dit, vous partez maintenant, tout de suite là. Mais moi, je dis, 6 000 soldats, ce n'est pas petit à déplacer. Les Français, toute honte bu, aller discuter avec Goïta. Mais Air France n'a pas éprouvé de honte à aller à Bamako après que Air Ivoire, Askai et toutes les compagnies de la sous-région aient refusé par solidarité pour la France d'aller à Bamako. Air France y va. Est-ce qu'il y a de la honte à vouloir gagner de l'argent? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte. Donc, maintenant, la France doit discuter officiellement ou sous la table avec les Maliens, trouver une voie consensuelle du retrait. Moi, pour moi, si ça prend même 1 an, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions. Pour que les pauvres militaires, les 6 000, là, ils n'en sont pour rien. Ce n'est pas eux qui prennent les décisions politiques. Donc, je ne veux pas qu'on les brutalise, qu'on les... Non. Ils sont à la merci des politiciens. Voilà, ils sont à la merci des politiciens. Parce que quand vous avez un ministre des Affaires étrangères comme Le Drian, votre pays ira de plus en plus profond en enfer. L'amitié avec l'Afrique a été tissée depuis les De Gaulle. Les De Gaulle, les Pompidou, les Chirac, les Giscard d'Estaing, les Chirac. Mais c'est eux qui ont tissé tout cet édifice que Le Drian, Macron et Parly sont en train de saper à la base. Pourquoi? Qui leur a donné cette autorité de saper ce que leurs prédécesseurs ont minutieusement, patiemment construit depuis des années? Même au temps de Chirac, on savait que la France nous vole. Mais Chirac, il savait donner la collade, taper dans le dos de nos présidents. Bon, d'accord. Ce n'est pas ce président jeune qui se prend pour Jupiter, l'appelle-t-on. Non, ce n'est pas ça. Les Africains n'aiment pas ça. Il y a un seul Africain, je crois, dans la sous-région ici, qui dit qu'il est son ami. Bon, d'accord, c'est ton ami. Lui-même, il dit qu'il n'a pas d'amis. Lui, il a répondu qu'il n'a pas d'amis, ce qui est normal. Macron aime la France, il est français, il est d'ailleurs candidat aux prochaines élections. Écoutez tous les candidats aux prochaines élections. Tout le monde promet quoi? Une meilleure vie pour les Français. Où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour la meilleure vie? Mais c'est en Afrique. C'est en Afrique. Donc, qu'un Français défend les intérêts français, je trouve ça normal. Mais qu'il ne demande pas aux Africains
de piétiner leurs propres intérêts dans l'intérêt de la France. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. On Voilà. passe maintenant au second sujet, ce sera la Libye. On va parler donc du 11e anniversaire du soulèvement contre l'ancien guide de la révolution, Muammar Kadhafi. Les Libyens célèbrent donc le jeudi dernier, on célébrait le 11e anniversaire du début de la révolution qui a renversé Muammar Kadhafi. C'était en 2011, au moment où la transition vers la démocratie connaît de nouveaux écueils qui font craindre une reprise des hostilités. Cet anniversaire tombe en effet alors que le pays, déjà miné par des divisions entre institutions concurrentes à l'est et à l'ouest, se retrouve depuis le 10 février avec 2 premiers ministres rivaux à Tripoli après avoir manqué l'échéance électorale cruciale de décembre. Justin Bajaliwa, on a pensé un moment que la Libye commençait par sortir un peu de son marasme sécuritaire, qu'il se dirigeait vers les élections, mais quand on voit les nouveaux développements actuels, on se dit que ce peuple n'est peut-être pas mieux pour la démocratie qu'on veut lui imposer. Oui, c'est dire que pour moi, la Libye a, vraiment au regard des derniers développements, la Libye, le peuple malien, le peuple libyen a du chemin à se faire. À se faire encore parce que tout ce qui a été orchestré depuis avec l'assassinat de Kadhafi, aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment a été voué à l'échec. Le peuple, la question sécuritaire sont de plus en plus fait toujours surface. L'unité du pays n'est pas encore rétablie. Les gouvernements, aujourd'hui, nous avons 2 premiers ministres, ce qui est encore paradoxal. Il y a des groupes armés par-ci par-là. Donc, c'est dire tout simplement qu'aujourd'hui, la communauté internationale aussi, principalement, a échoué en Libye, en intervenant sur le principe de la non-ingérence. Aujourd'hui, on se rend compte, voilà, les résultats de cette intervention libyenne, ma foi, orchestrée par les puissances avec l'OTAN. C'est vraiment un échec parce que tout ce qui avait été planifié pour en renversant Muammar Kadhafi a été voué à l'échec. Et c'est vraiment un fiasco pour nous. Et c'est la Libye qui perd, ce sont les Libyens qui perdent, l'Afrique qui perd, même la communauté internationale perd aussi dans cette instabilité permanente de ce grand peuple ou bien de ce grand pays. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ce sont les solutions proposées qui ne marchent pas ou comment? Non, les solutions proposées ne sont pas adaptées en fait à la réalité du pays. C'est pas du tout facile de venir faire assassiner un chef d'État qui a dirigé un pays dans une certaine accalmie pendant 40 ans et du jour au lendemain le sauter et soi-disant mettre ses amis et que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Vous voyez, même l'Irak peine aussi aujourd'hui à se rétablir avec ce que les Américains ont fait. L'Afghanistan se remet progressivement. Mais la Libye, le cas de la Libye est patente parce que les puissances n'ont pas... D'abord, elles-mêmes ne s'entendaient pas. Elles ne s'entendaient pas sur la formule qu'il fallait mettre en place en Libye. Et patatras, finalement, les Libyens se sont déchirés. Et aujourd'hui, ils me demandent, est-ce même en cette année, il y aura des élections? Ça sera aussi difficile. Parce que même s'il y a des élections, la pacification du pays reste encore très très difficile à venir. Donc aujourd'hui, le pays se retrouve avec 2 premiers ministres alors que normalement on se dirige vers les élections. Samuel, vous parlez du 11e anniversaire de quoi? De la révolte contre Kadhafi. Ouais. Personne ne s'est révolté contre Kadhafi en Libye. On a vu des gens partir de Benghazi, je répète, Kadhafi. Samuel, personne ne s'est révolté contre Kadhafi. Des groupuscules de djihadistes patentés ont été rameutés en Libye, à Benghazi. Et Kadhafi a commis l'erreur de faire confiance à son ministre de la Justice. J'oublie son nom. Un homme sans consistance. Il ressemble à une souris mouillée. Kadhafi commet l'erreur de l'envoyer à Benghazi, soi-disant pour calmer les émeutiers. Il se rallie aux émeutiers parce que ses comptes en Europe avaient été déjà remplis par ceux qui étaient intéressés par la chute de la Libye. Ouais. Et si c'était une révolte, est-ce que tu peux me dire ce que l'OTAN vient chercher avec les bombardements aériens? Un peuple qui se révolte? Est-ce que l'OTAN passe dans tous les pays où il y a des révoltes pour bombarder? Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? Kadhafi a été victime de sa bonne disponibilité d'abord envers son peuple parce que la Libye était le seul pays au monde, je ne dis même pas en Afrique, où
la vie était vraiment agréable parce qu'il y avait l'argent du pétrole. Hein. Les étudiants, quand vous avez le bac, vous choisissez vous-même pratiquement l'université du monde où vous voulez aller. D'ailleurs, eux, ils n'aiment même pas s'expatrier parce que chez eux, tout va bien. Quand vous êtes nouvellement marié, vous avez droit à un appartement. Il y a l'eau et l'électricité, plus le carburant, qui sont pratiquement gratuites. Voilà un pays, et vous dites que le peuple de ce pays s'est rebellé contre son président. Ça ne tient pas. Maintenant, l'objectif suivi, qu'est-ce que la France a promis à Tony Blair? Qu'est-ce qu'elle a promis à l'autre là? C'était Obama. Qu'est-ce qu'il leur a promis? Venez, il y aura le pétrole à puiser gratuitement. Il n'y a plus de pétrole. Bon, ils sont venus bombarder. Est-ce que quand on bombardait, c'est sur Kadhafi seul que les bombes tombaient? Mais ça rasait tout. Et ils se sont installés. Il y a tellement de pétrole à pomper gratuitement qu'entre-temps, c'est ça qui a pratiquement fait chuter les prix du pétrole sur le marché mondial parce que le pétrole libyen était gratuit. Et il est proche de l'Europe. De l'Europe, oui. Voilà. Au lieu d'amener un bateau à Port Harcourt, au Nigeria, à s'appeler pour charger le pétrole brut, mais je le charge à Benghazi. Donc, maintenant, les gens se sont distribués la Libye. Avec l'autre là, le général Haftar, un traître, un autre traître, parce qu'il a trahi Kadhafi. Il n'est pas devenu général sur un champ de bataille, c'est Kadhafi qui lui a donné les galons gratuitement. Il s'est rebellé contre Kadhafi, il a été manipulé par la CIA, il est allé se réfugier aux États-Unis. Et quand eux, ils ont décidé d'en finir avec Kadhafi, on a claqué du doigt et comme un chien, il s'est jeté contre son maître d'hier. Ok, il tient une partie du pays. La communauté internationale, la fameuse communauté internationale, parce que finalement, quand vous demandez elle est où, à quoi ressemble le visage, vous ne voyez personne. La communauté internationale a mis son président, son gouvernement à lui à Tripoli. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est pour qu'il n'y ait jamais une Libye unie. Quand Kadhafi était venu, la Libye n'était pas un pays uni, pacifique. Non, c'était trois entités, Fezzan, Tripolitaine et comment on appelle l'autre, le troisième morceau. C'est ça que Kadhafi a réussi à mettre ensemble pour créer la Libye moderne. Ils savent que si Kadhafi meurt, tout implose et tout a implosé. La conséquence de tout ça, on en parlait tantôt. On dit aidez-nous à tuer Kadhafi, on l'a tué. Bon, nous on va vous donner un territoire au Mali, allez-y. Et tous les terroristes du monde entier, tous les djihadistes, ils sont en Libye parce qu'il y a l'argent gratuit. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui là-bas? On vend les Noirs. Les pays des droits de l'homme, de démocratie, de liberté d'expression ont travaillé tellement en Libye que la Libye est retombée dans la traite négrière. Et ceux en Occident qui dénoncent ça, qui les écoute? Personne. Quand une fois un ministre italien s'en est pris à Macron pour dire que c'est lui qui a allé foutre le bordel en Libye juste parce qu'il voyait que les Italiens ont des intérêts là-bas. Est-ce que quelqu'un en parle? Là, il n'y a pas de problème, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Tant qu'il y a l'argent qui coule, la démocratie et les droits de l'homme marchent très bien pour les Occidentaux. Pourquoi les Africains, eux, ne comprennent pas ça? Qu'eux aussi, ils ont besoin de défendre leurs intérêts, de défendre leurs richesses, d'avoir des peuples prospères. Pourquoi les Africains, les Noirs... Mais attends, la couleur noire, ce n'est pas du béton quand même. Ça doit rentrer. Pourquoi ça ne rentre pas chez les Africains? Il ne faut pas en vouloir aux Blancs. Vous êtes bêtes, vous êtes naïfs, comme dirait l'autre au gouvernement malien. Vous êtes tous bêtes, vous êtes tous naïfs. Les Blancs viennent vous tromper. Il suffit qu'on te dise, attends, tu sais, toi, tu es un vrai démocrate. Hein. Mais est-ce qu'on a besoin, toi, un président, de te dire dans ton palais que tu es un vrai démocrate? Il faut aller consulter la population. On verra si leur président est démocrate ou non. Donc, tu es démocrate, on te dresse contre ton frère. Ce qu'il y a, c'est que la Libye n'avait aucun problème. Les gens ont créé des problèmes. Ils ne peuvent pas les résoudre parce qu'ils n'ont même pas intérêt à ce que les problèmes soient résolus. Donc aujourd'hui, on a vu aussi l'ONU a fait beaucoup d'efforts, par exemple, pour avoir un gouvernement unifié dirigé par le Premier ministre de Beïda, Abdelhamid Beïda, et avait réussi à obtenir quand même un calendrier électoral. Mais tout ça semble aujourd'hui tomber à l'eau parce qu'on nomme un autre Premier ministre, Beïda ne veut pas partir, c'est comme un retour au commencement. Oui. Ça c'est le scénario qu'on doit s'attendre en fait. Parce qu'aujourd'hui, comme M. Kegewé vient de le dire, la communauté internationale, surtout ceux qui ont créé cette situation, n'ont pas véritablement intérêt
à ce que les choses se stabilisent. Parce que s'il y a la stabilité, il y a un gouvernement qui est véritablement normal et tout. Je pense que les règles du jeu vont changer. Et ils ont intérêt à ce que le pétrole et le gaz, il y a le pétrole, il y a le gaz aussi là-bas, ils ont intérêt à l'avoir à flot. Donc, ceux qui ont créé, je pense, la France et la Grande-Bretagne, maintenant aujourd'hui, la Russie aussi est dans la danse, qui soutient aussi une partie des belligérants, et la Turquie également. Chacun a des intérêts là-bas. Ils n'ont pas véritablement intérêt. Même si aujourd'hui, c'est vrai, il y a des efforts de la communauté internationale sur le G des Nations Unies, avec la mise en place de ce gouvernement. Mais si aujourd'hui ça piétine, c'est parce que ces grandes puissances aussi n'ont pas encore accepté de s'entendre. Parce que derrière tout ça, il y a des alliés derrière. Chacun a des alliés. À un moment, nous avons vu, lorsqu'il y avait la guerre l'année passée, le gouvernement de Tripoli a failli tomber. Mais il fallait aussi avoir ses alliés. Ils ont essayé de bombarder Haftar et puis il a rebouché le chemin. Donc, Haftar aujourd'hui est retourné de l'autre côté. Mais il est toujours en bonne position pour pouvoir évidemment prendre le pouvoir. Maintenant, il faudrait que les Libyens, comme on le dit, c'est-à-dire que nous n'allons pas rester éternellement pour dire que ce sont les Occidentaux qui nous... Il faudrait que les Libyens à un moment prennent la résolution de pouvoir se parler, de pouvoir s'entendre sur le minimum et organiser des élections et avoir un gouvernement unifié et amorcer le développement. Parce qu'ils ont tout chez eux. Ils n'ont même pas besoin d'aller chercher des partenaires comme au niveau de l'Afrique subsaharienne. Le pays est immensément riche. Et Kadhafi est parti. Si on l'a fait partir, c'est parce qu'on estimait aussi que c'était le pouvoir des fonds aux États africains. Parce que les fonds, Kadhafi avait un projet gigantesque de création d'une monnaie africaine, d'un fonds panafricain pour financer. Si on avait ces fonds, parce que on n'aura pas forcément besoin d'aller à la Banque mondiale ou au FMI pour voir. Donc il y a aussi de ces enjeux qui ont contribué à la chute de Kadhafi. Aujourd'hui, il faut nécessairement que les puissances qui soutiennent, qui sont des alliés de ces différents belligérants, se passent sur raison. Parce que à un moment, ils ont dû parler et les choses sont stabilisées. Ils pensent qu'il faut qu'ils aillent de l'avant. Mais fondamentalement, ce sont les Libyens qui doivent prendre le gros du problème pour véritablement... Alors, si vous permettez, on va marquer la pause, une dizaine de minutes, le temps de suivre le journal, et on revient pour poursuivre. On parlera encore un peu de la Libye avant d'attaquer le